Nouvelle semaine, nouvelle édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. À la une de l'actualité, la politique de gestion économique du gouvernement malgache a été fructueuse selon un économiste. Pour cette raison, le pays a obtenu une note supérieure à la moyenne, 3,3 sur 6, après l'évaluation de la politique et de l'institution en Afrique ou CPIA. Cependant, des efforts devraient encore être déployés pour améliorer cette note, a-t-il poursuivi. L'avantage d'obtenir une bonne note et la facilité d'obtenir un financement étranger. Détails sur les images de Yves Janel. Madagascar est classé 18e sur 39 en Afrique, après l'évaluation de la politique et de l'institution en Afrique ou CPIA avec 3,3 sur 6. Selon l'économiste Éric Jean-Michel Rakoutoumane, la maîtrise du gouvernement de la politique monétaire et du taux de change, ainsi que la politique et la gestion de la dette sont parmi les raisons de recevoir cette bonne note, malgré la pandémie et la crise mondiale. Obtenir de bonnes notes comme celle-ci nous permet d'obtenir plus facilement de l'aide étrangère, poursuit l'explication, car les investisseurs ont plus confiance en notre pays. Cette évaluation est réalisée chaque année. Afin d'améliorer cette note dans l'année à venir, la gouvernance et les institutions doivent être améliorées, y compris la qualité de la gestion du budget public, de l'administration publique et de la lutte contre la corruption. En politique, les partis politiques de l'opposition sont mal placés pour exiger une concertation nationale, estime le politicien Sylvain Rabetsaroun. Selon lui, de nombreuses erreurs commises par les anciens dirigeants sont en train d'être réparées actuellement. Toujours selon lui, ces politiciens feraient mieux de préparer la présidentielle de 2023. Ratramanazatouf, Anzaratanarville. Nombreuses situations ne se sont pas déroulées comme elles auraient dû être mises en place par les anciens dirigeants, souligne le politicien Sylvain Rabetsaroun, notamment les différents accords internationaux qui n'ont pas pris en compte l'intérêt du pays et des Malgaches. En ce qui concerne la demande de tenir une concertation nationale, cela n'a pas raison d'être, a-t-il confirmé, étant donné que Madagascar n'est pas un pays en guerre, et il a d'ailleurs confirmé qu'il n'y a pas de crise sociale dans le pays. Selon lui, après la note reçue par Madagascar par le CPIA, la Banque mondiale approuve la politique économique menée par le pays. Diplomatie à présent, l'ambassadeur de l'Allemagne à Madagascar, Michael Osler, a effectué aujourd'hui une visite de courtoisie auprès du président du Sénat, Herman Narazafmaev. Lors de cette rencontre, le renforcement des liens et des relations bilatérales entre les deux pays a été le principal sujet évoqué, ainsi que les perspectives d'une coopération entre le Sénat de Madagascar avec la deuxième chambre du Parlement en Allemagne. Ce dernier qui va également aider son homologue malagasy pour les projets sur la protection de l'environnement. Je vous propose d'écouter l'ambassadeur d'Allemagne. Le président du Sénat et moi, nous nous sommes échangés sur les relations bilatérales entre Madagascar et l'Allemagne, qui sont bonnes, très bonnes et amicales. Nous avons parlé sur les divers domaines de cette coopération bilatérale, qui est de très longue date, plus de 60 ans de coopération. Nous avons aussi parlé sur les perspectives d'une coopération entre le Sénat ici avec la deuxième chambre de notre Parlement en Allemagne. Je crois que nous avons déjà un très bon partenariat entre l'Allemagne et Madagascar, pas seulement en voie de développement, mais aussi dans le domaine de culture. Par exemple, le cercle germano-malagasy, par exemple. Nous avons un partenariat avec votre université, Antananarivo, et nous sommes prêts à renforcer les relations dans tous les domaines, aussi dans le domaine économique, commercial, etc. Dans les actualités également, des délestages tournants seront prévus pour une durée de 4 jours à compter de ce vendredi 14 au mardi 18 octobre, selon le directeur général adjoint en charge de l'électricité au sein de la JIRAMA, en raison des travaux de mise en service du groupe G4. Le gap estimé durant ces jours sera de 89 MW par jour. Il se pourrait que les coupures soient de l'ordre de 2 à 3 heures par session, selon les départs d'après les explications. Toutefois, des mesures seront prises afin d'atténuer autant que possible ces délestages dans le réseau interconnecté d'Antananarivo.
Dans les actualités également, plus de 400 personnes ont demandé des copies et des cartes nationales d'identité au cours des 2 dernières semaines dans le 6e arrondissement. Certaines de ces personnes ont voulu le faire depuis bien longtemps, mais en raison de la lenteur du processus, elles ne l'ont pas encore reçu. Fin de Sénat Mireille, Yves Janel. Jusqu'à présent, 422 personnes sont venues demander des copies et des cartes d'identité nationale dans 31 Fouktane du 6e arrondissement depuis le début de la distribution gratuite de copies et de cartes d'identité le 1er octobre dernier. Nombreux sont venus au Fouktane d'Amboudiadi, comme Vaouit, 28 ans. Elle n'a ni de copie ni de carte d'identité et cela lui pose toujours problème. Ses 2 enfants n'en ont pas non plus. Elle a toujours voulu en avoir, mais faute de moyens financiers, elle n'a pas pu le faire. Pour cette raison, elle est venue au Fouktane ce jour pour s'inscrire et inscrire ses enfants dans le cadre de cette opération de jugement supplétif. Le processus d'édition d'une copie prend 6 mois au minimum, voire des années. Pourtant, avoir un acte d'état civil et une carte d'identité nationale est un droit fondamental. La distribution d'actes de naissance et de cartes d'identité nationale sera entièrement gratuite du 1er octobre au 31 décembre prochain. Et puis, l'ancien président du syndicat des paramèdes ne veut pas effectuer la passation de pouvoir avec le président entrant. Cet ancien président a perdu aux élections tenues à Mananzar et veut actuellement semer le trouble. Face à cette situation, le nouveau conseil d'administration du syndicat a annoncé ce jour que l'ancien président ne peut plus parler au nom du syndicat. Un mois et demi après l'élection qui s'est tenue à Mananzar et en fin août, l'ancien président du syndicat n'a toujours pas passé le flambeau au nouveau président du syndicat des paramèdes. Récemment, l'ancien président du syndicat est apparu sur les réseaux sociaux et dans les médias, toujours en tant que président. Il a profité de l'incident lié à l'insécurité dans la région de Mélak et a tenté de semer le trouble. Mais les nouveaux bureaux ont déjà alerté les hauts responsables à ce sujet. Ainsi, le nouveau conseil d'administration a déclaré aujourd'hui que le syndicat est solidaire et que l'ancien président ne peut plus parler au nom du syndicat. L'ancien président du syndicat a exhorté les paramèdes à faire grève vendredi dernier face à l'incident tenu à Mélak, mais même les paramèdes locaux n'ont pas suivi. La journée mondiale contre la peine de mort est célébrée ce jour. Pour la célébration de cette 20e anniversaire, le thème choisi est la peine de mort, un chemin pavé de torture. Madagascar, à travers les organisations de la société civile comme la FIACAT et la CAT Madagascar, ont mené de nombreuses actions de sensibilisation et de plaidoyer, comme la signature du 2e protocole du pacte international relatif aux droits civils politiques visant à abolir la peine de mort par le président de la République Andradouane en 2012, ou encore l'entrée en vigueur de la loi 2014-035 portant abolition de la peine de mort en 2015, mais aussi la ratification du 2e protocole au pacte international relatif aux droits civils politiques visant à abolir la peine de mort, le mécanisme irréversible de l'abolition. Néanmoins, selon la CAT Madagascar, l'État devrait procéder à la mise à jour du code pénal en substituant la peine de mort à la peine de travaux forcés à perpétuité édictée par la loi 2014-035. Et côté sport, depuis 42 ans, Kung Fu Wissa Malagasy éduque les jeunes malgaches. Le Kung Fu Wissa a actuellement 400 000 adhérents qui apportent leur contribution au développement du pays. La célébration de ces 42 ans s'est tenue hier. Le Kung Fu Wissa est un art martial utilisé pour éduquer les jeunes à Madagascar. Il existe depuis 1980, créé par le grand maître Pierre B. Actuellement, cette discipline a plus de 400 000 adhérents dans toute l'île, dont le ministre de l'Énergie et de l'Hydrocarbure Andra Marsan et le sénateur Adjan Ataïn Andjanadjasan. Selon eux, le Kung Fu Wissa les a formés et c'est ce qui a contribué à former l'homme qu'ils sont devenus actuellement. La célébration des 42 années d'existence du Kung Fu Wissa s'est tenue hier.
Voilà pour les actualités locales. On passe à présent aux actualités internationales. Le 1er juin 2009, le Rio Paris s'abîmait dans l'Atlantique, emportant les vies de 228 personnes. Plus de 13 ans après le crash, Airbus et Air France sont jugés à partir de ce jour pour homicide involontaire. Les détails sur France 24. Les débris d'un avion de ligne en plein océan Atlantique. Les restes d'un appareil qui effectuait la liaison entre Rio et Paris. 228 personnes disparues en mer le 1er juin 2009, catastrophe la plus meurtrière de l'histoire d'Air France. Plus de 13 ans après le crash, s'ouvre enfin le procès, un moment douloureux pour les familles de victimes. Eric, le 1er juin, nous étions à l'aéroport pour l'attendre. Nous devions fêter son 38e anniversaire le 22 juin. Tout l'avenir lui était ouvert. Mais avec ce procès, les proches des victimes ont aussi l'espoir de savoir qui est responsable du drame. Les familles attendent que ce soit bien le procès des deux mis en examen, Air France et Airbus. Les familles ne supporteraient pas que ce soit, comme le souhaite Airbus, le procès des pilotes. Les pilotes sont des victimes, au même titre que les autres membres d'équipage, au même titre que les passagers. Voici la dernière image de l'avion à son décollage à Rio. Quelques heures plus tard, en pleine nuit, le vol AF447 traverse un violent orage. Les sondes Pitot, destinées à évaluer la vitesse réelle de l'appareil, givrent et donnent des indications contradictoires. Les pilotes sont désorientés par la succession d'alarmes. L'avion décroche. 3 minutes 30 de chute libre avant de percuter la surface de l'océan et de s'abîmer par 4000 mètres de fond. Y a-t-il eu des fautes? Airbus et Air France sont jugés pour homicides involontaires, accusés d'avoir sous-estimé la gravité des défaillances des sondes Pitot et de ne pas avoir suffisamment informé les équipages des incidents précédents. À la barre, pendant 2 mois, les débats s'annoncent techniques. Les deux sociétés plaideront la relaxe. Et le mouvement de grève initié il y a une dizaine de jours a été reconduit dimanche chez Total Energy et Esso ExxonMobil, générant des ruptures de stock d'essence et de diesel, en particulier dans les Hauts-de-France et l'Île-de-France. France 24. Toujours pas d'essence dans cette station marseillaise. Impossible de faire du carburant. C'est vide de partout. Ce patron d'une entreprise de BTP doit trouver du carburant pour rejoindre son chantier à 50 km de là. Ça nous met dans la merde, quoi. On peut plus rien faire. On travaille, on sait pas quoi faire. Il retente sa chance dans une 4e station et cette fois c'est la bonne. Il réussit à trouver du diesel. Ça y a plus. Donc on a eu peur parce que je crois que les autres pompes en plus n'ont plus de carburant. Il restait que 2 pompes. Normalement c'était 40 € minimum. J'ai réussi à gratter 20 € de plus pour qu'ils puissent faire de la route. Dans la file d'attente, les automobilistes s'organisent. Celui-ci prévient les autres qu'il n'y a déjà plus d'essence. D'hiver, pas ici, il n'y en a plus. Faites pas la queue pour rien, madame, il n'y a plus du gasoil. Vous avez vu le bazar, il n'y a pas d'essence, les gens ils perdent leur temps inutilement. Donc voilà, on les aide et puis on leur dit s'il y a de l'essence ou s'il n'y en a pas. Même difficulté cette fois à Montpellier, c'est l'arrêt de la raffinerie de Fos-sur-Mer qui se fait sentir. Ces vacanciers vont être obligés de rebrousser chemin. Ça fait la 3e ou 4e station de ce matin, là, parce qu'on doit rentrer chez nous. Et on habite en Bresse, voilà. Et on voulait partir en vacances en Espagne, mais je crois qu'on va peut-être remonter directement. D'autres n'ont juste pas le choix. Pour travailler, ils doivent faire le plein. Je suis médecin et j'ai besoin de faire le plein et j'ai plus d'essence. J'ai fait déjà 10 stations et je trouve personne. Après le nord et l'est, c'est maintenant le sud qui est touché, comme ici à Tournefeuille, près de Toulouse, à la surprise des automobilistes qui pensaient être épargnés. Sur Toulouse, non. Moi, j'attendais pas, non. Sinon, j'aurais fait la réserve d'essence. Je la remplis juste comme ça. Je prends juste 15 litres, histoire de ne pas être à sec pour ne pas boucher les tuyaux. La situation n'est pas près de s'arrêter. À l'appel de la CGT, la grève vient d'être reconduite. Pour terminer, la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen a averti Pékin que l'île ne céderait en aucun cas sur ses libertés et son mode de vie démocratique à l'occasion de sa journée nationale. La Chine n'a pas réussi à réunifier Taïwan au reste de son territoire depuis la fin de la guerre civile chinoise en 1949. France 24.
Sous les yeux de milliers de Taïwanais, des danseurs offrent un spectacle traditionnel et la garde d'honneur militaire défile. Taïwan célèbre sa fête nationale. Mais l'ambiance est loin d'être festive. En plein contexte de regain de tension avec la Chine, la présidente Tsai Ing-wen avertit Pékin. Le peuple taïwanais et nos différents partis politiques pensent que nous devons défendre notre souveraineté nationale et notre mode de vie libre et démocratique. Sur ce point, nous ne laissons pas de place en compromis. Les 24 millions d'habitants de Taïwan vivent sous la menace constante d'une invasion de la Chine, car Pékin considère l'île comme une partie de son territoire à reconquérir. Une crise qui remonte à la guerre civile chinoise. En 1949, les nationalistes se replient à Taïwan après leur défaite face aux communistes. Un nouveau régime s'installe, il est rapidement défendu par les États-Unis. Depuis, Pékin considère l'île autonome comme une province rebelle. Cet été, la visite de Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants américaine, cristallise un peu plus les tensions. En représailles, la Chine fait voler des missiles au-dessus de Taïwan. À l'ONU, elle réitère son objectif. La souveraineté et l'intégrité territoriale de la Chine n'ont jamais été rompues. La Chine continentale et Taïwan appartiennent à une seule entité, ça n'a jamais changé. Nous tous, Chinois, n'avons jamais cessé nos efforts pour réaliser la réunification. Sur le plan international, le statut de Taïwan reste flou. Seuls 14 pays le reconnaissent officiellement comme État et il n'est pas représenté à l'ONU. Pour autant, Taïwan jouit d'un système démocratique propre et s'est développé économiquement. L'industrie taïwanaise a su devenir indispensable en développant la plus grande production mondiale de semi-conducteurs. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de votre attention. Je vous retrouve demain pour de nouvelles actualités. Au revoir et bonne soirée sur Viva.